Le trait dessine le contexte, c'est un intérieur. Modeste semble-t-il, mais aussi soigné. Une ligne claire esquisse l'aménagement de ce chez-soi anonymisé pour l'enquête, mais non moins personnel. Un tapis, aux motifs sans doute orientaux, un fauteuil recouvert d'un drap, un coin de table, une bibliothèque, un feuillage détaillé et à peine quelques lignes pour montrer les 2 plantes vertes. Des fenêtres baies vitrées dont une est entrouverte sur la ville en étage. Le trait dessine le contexte donc, mais c'est les couleurs qui portent le sujet. Plus que les lignes, ce que l'on ressent, c'est la palette. Palette réduite presque au minimum, et c'est ce qui fait sa force. Le noir pour les contours, 2 marrons, un brun foncé et un fauve, un jaune très clair, pastis dilué, et puis le blanc. Important le blanc. Il n'est pas ce qui n'est pas dessiné, il est ce que l'on cherche à effacer. Dans ce dessin, le sujet, c'est le blanc. Il est la lumière trop forte, la chaleur trop intense. Et par extension, il permet d'interpréter le reste du nuancier. Cette palette, c'est un thermomètre en fait. Et on comprend alors l'ambiance. Il y a juste un pan de mur à l'ombre qui semble échapper à la canicule. Sinon, la lumière inonde tout. Et avec elle, l'atmosphère devient pesante. On suffoque. Il fait chaud. Trop chaud. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sciences dessinées, l'émission qui s'intéresse au dessin comme moyen d'expression et de construction du savoir, notamment universitaire. L'épisode d'aujourd'hui sonnera peut-être différemment à vos oreilles, puisque faute de pouvoir être présente en studio ce mercredi 14 décembre, il a été préenregistré. Mais tout ça n'a pas beaucoup d'importance, ce qui en a par contre, c'est mon invité, Malou Alagna. Bonjour Malou. Bonjour Lou. Malou, vous êtes paysagiste de formation initiale, vous avez fait l'école du paysage de Blois et puis vous êtes depuis quelques jours docteur en géographie puisque vous avez soutenu la semaine dernière une très belle thèse consacrée à la manière dont les habitants et les habitantes vivent au sens du vécu, donc les périodes de forte chaleur en milieu urbain, périurbain, périphérique. Et le dessin a véritablement accompagné ce travail. Vous le qualifiez dans votre mémoire de thèse, le dessin, vous le qualifiez d'acolyte de la recherche. Et effectivement, quand on parcourt votre manuscrit, on a plaisir à voir dans ce rendu très académique par ailleurs, il y a plus de 400 pages comme il se doit, on a plaisir à voir de très nombreux dessins. Et en fait, c'est assez peu commun ce type de production dans un exercice aussi cadré qu'est le doctorat. Ma première question est alors celle-ci. Comment le dessin a pris cette place dans votre thèse ? Est-ce que ce projet de faire une thèse en partie dessinée était une intention qui était présente dès le début ? Et peut-être pour vous orienter dans la réponse à cette question, vous pouvez nous dire d'où vient votre dessin ? Est-ce qu'il existait avant l'entrée en thèse ? Et comment en fait il a pris place dans le doctorat ? Oui, très bien. Alors en fait, le dessin, donc il vient de l'école du paysage. Donc juste avant l'école, j'avais dessiné une centaine de fois la montagne en face de la maison de mes parents, mais c'était une pratique très solitaire et très monospécifique. Et en fait, en arrivant à l'école du paysage, là, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs enseignements qui tournaient autour du dessin, le modèle vivant, les techniques de représentation graphique. Et là, un nouveau langage m'est apparu, une nouvelle manière de communiquer. Et donc, et puis ensuite, les stages à l'étranger qu'on avait donc de 3-4 mois chaque année à l'école du paysage m'ont encouragée aussi à tenir un carnet de bord. Et c'est là que le dessin a commencé à rentrer vraiment dans mon quotidien. Et alors en arrivant dans cette aventure de la thèse, j'ai utilisé le dessin comme une manière en fait de faire des ponts entre les sphères de cette recherche. Donc c'était une thèse en CIFRE, donc une convention industrielle pour la recherche. Et donc j'avais un pied à la métropole de Lyon, au plan climat, donc en lien avec des acteurs institutionnels.
Ensuite, donc, c'était rattaché à un laboratoire, le laboratoire Espace et Société à Nantes. Et puis, c'était une recherche qui s'intéressait au vécu des habitants. Donc, en même temps, cette sphère habitante, institutionnelle, mais également académique. Et donc, spontanément, j'ai utilisé le dessin, un moyen de parler à tous ces acteurs qui m'aidaient dans cette recherche. Et, donc, c'est quelque chose qui est venu une fois que vous étiez en situation de recherche, donc dans ce format particulier qui est la thèse CIFRE, hein, donc qui est une thèse réalisée en milieu professionnel, donc et non pas seulement en milieu académique. Donc c'est venu comme un outil que vous avez mobilisé à ce moment-là pour vous aider dans cette situation, ou alors quand vous postulez pour faire cette thèse, vous dites ça va être une thèse dessinée. Non, je l'avais pas envisagé, j'avais pas vraiment envisagé le dessin comme un outil qui allait m'aider. Je l'ai vraiment utilisé spontanément parce qu'en fait, j'étais aussi face à différentes temporalités. La temporalité des acteurs institutionnels qui est pas du tout la même que celle de la recherche, où voilà, il faut aller beaucoup plus vite, des réunions cadrées avec un ordre du jour précis, et aussi donc voilà, aller tout de suite à l'essentiel. Et en fait, le dessin m'a vraiment permis d'embarquer les acteurs institutionnels sur le dessin, de les amener chez les gens que j'ai pu, chez les habitants et habitantes que j'ai pu rencontrer. Et c'était une manière rapide et efficace. Donc je l'ai vraiment utilisé comme une réponse à un problème auquel je faisais face donc dès le début de la thèse. Et c'est a posteriori que j'ai commencé à me dire que ça pourrait être une pratique qui pouvait en même temps m'aider à communiquer avec ces acteurs, mais aussi recueillir des données d'enquête, déclencher la parole chez les habitants. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment voir tout l'éventail des possibles et comment le dessin pouvait me permettre de m'épanouir aussi dans cette recherche. Et si on revient en fait sur cette première fonction du dessin que vous évoquez, donc le dessin comme instrument de médiation pour naviguer dans le paysage actoriel et institutionnel de la recherche en train de se faire, hein, de la thèse CIFRE. Concrètement, donc vous dites j'ai pu grâce au dessin emmener mes collègues, mes encadrants voir se rendre compte du vécu habitant. Concrètement, comment le dessin a cette puissance-là et ce pouvoir-là? Et alors à travers plusieurs médias. Je peux citer par exemple l'outil du podcast illustré. Donc c'est des médias qui résultent d'une collaboration donc avec une réalisatrice, Angela Lantery, qui m'a accompagnée sur le terrain et avec qui j'ai pu réaliser donc 2 podcasts illustrés. Et donc là, c'était une manière d'apporter en même temps la parole des habitants dans l'institution et en même temps des illustrations, des dessins, comme le dessin que tu as pu décrire au tout début de cet entretien. Et donc voilà, en un temps limité, ça permettait de replonger les acteurs institutionnels dans une ambiance estivale par le son et par le dessin. Il y a eu aussi d'autres outils qui ont été utilisés comme des portraits illustrés. En fait, c'est des personnes que j'ai pu rencontrer sur le terrain et où j'ai pu illustrer leur habitat et leur journée quotidienne en période de forte chaleur. Donc, c'est pas des personnes réelles, c'est des personas que j'ai mis en dessin. Donc, une manière aussi de monter en généralité dans ces données de recherche et de donner à voir aux acteurs institutionnels plusieurs vécus en période de forte chaleur et d'en déceler aussi les inégalités qu'on peut percevoir entre ces vécus-là. Et justement, là, vous l'évoquez avec ces sortes d'archétypes, en fait, d'archétypes dessinés, mais on voit que il y a d'autres types de portraits aussi
dans les dessins que vous avez sélectionnés dans votre manuscrit de thèse, le dessin il est très présent dans les carnets de terrain. Et globalement, dans ces carnets, on voit que vous dessinez deux choses, le cadre bâti, la matérialité de la ville, et puis les habitants et les habitantes. Pourquoi tous ces portraits et puis quel enjeu ça soulève de dessiner des gens pour la recherche, en fait, pour un travail académique. Alors les portraits dont tu parles, donc ça c'était en fait une manière de donner quelque chose en retour aux habitants qui ont pu m'accorder donc des entretiens. Donc à la fin de chaque entretien, je leur proposais de les prendre en photo et donc en retour, je leur donnais un portrait illustré, donc une manière de donner quelque chose en retour et aussi une manière de recueillir des données d'enquête supplémentaires parce que je retournais voir cette personne donc à la fin de l'été. Donc particulièrement dans cette recherche aussi, le dessin, c'était une manière de compiler beaucoup de descriptions différentes. Tu as cité le carnet de bord, il y a ces portraits-là, il y a le son, et en fait tout ça, parce que j'avais aussi une durée d'enquête qui était très précise, c'était la saison estivale. Donc avec cette posture saisonnière, j'avais uniquement 3 mois qui me permettaient de recueillir des données sur le terrain. Et alors le dessin et la manière dont on peut décliner le dessin, toute cette diversité, et ben je l'ai utilisé pour avoir des descriptions épaisses de cette vie estivale. D'accord. Et donc là on comprend en t'écoutant que donc je passe au tutoiement, hein. On a essayé de maintenir le vouvoiement radiophonique, mais c'est pas grave, restons sur le tutoiement. Donc tu dessines sur le terrain, donc tu pratiques le carnet de bord, mais donc certains de tes dessins sont réalisés d'après photo. Et alors je voulais te demander quelle différence ça crée, comment tu abordes l'exercice du redessin d'après photo, à la fois concrètement, est-ce que, quel outil tu utilises et donc techniquement, donc ça produit pas les mêmes images. Par exemple sur la question de la couleur, la couleur est pratiquement absente des carnets de terrain, alors qu'elle prend une importance analytique très importante dans le redessin d'après photo. Et peut-être au niveau du statut du dessin en lui-même, il se situe pas tout à fait au même endroit entre le dessin in situ et le redessin en atelier. Oui. Alors le dessin in situ, je l'ai utilisé pour voilà, essayer de recueillir des données sur cette vie estivale, mais aussi c'était une manière de rencontrer des habitants que je pouvais pas forcément rencontrer dans les associations dans lesquelles j'étais impliquée, donc des habitants que je rencontrais dans l'espace public, en bas des bâtiments. Et donc là, le dessin, je commençais à dessiner, mais finalement, celui-ci était plus un prétexte. Donc d'ailleurs, dans mon carnet de bord, j'ai beaucoup de dessins qui sont inachevés parce que l'idée, c'était vraiment de rencontrer les habitants. C'est-à-dire que le dessin, libérer une parole, créer une interaction sur le terrain. C'est-à-dire les gens te voyaient dessiner et venaient regarder, c'est ça ? Oui, exactement. Et donc, parce que voilà, ils étaient curieux, donc je ne prenais pas des notes, donc il n'y avait pas forcément de suspicion derrière ça. C'était vraiment de la curiosité de pourquoi je dessinais. Et puis certains habitants me donnaient des conseils aussi, ils préféraient en couleur par exemple. Et alors là, pour moi, c'était gagné parce que là, ça déclenchait la parole et c'était encore une autre manière de recueillir des paroles habitantes. Et ensuite, le redessin dont tu parles, donc je le travaillais d'après photo. Et donc, l'idée, c'était de s'éloigner des portraits plus... qui ressemblaient des habitants parce qu'il y a une volonté aussi d'anonymiser ces données et donc voilà, je m'inspirais en même temps
de personnes de mon entourage, de photos que je pouvais voir sur Internet. Et là, ça crée des personas et je pouvais les utiliser pour les transmettre aux acteurs institutionnels, pour les faire réagir là-dessus. Donc c'est vrai que mes dessins sont particulièrement donc en noir et blanc parce que j'avais en tête au début de cette thèse ce qui m'intéressait, c'était l'ombre et la lumière. Et finalement, en travaillant avec Angela Lantori, donc, que j'ai pu citer juste avant, on a parlé de ces médiums que je pouvais utiliser. Et donc là, à travers la couleur, j'ai pu découvrir aussi que celle-ci pouvait exprimer, comme tu le citais, un thermomètre et qu'on pouvait peut-être plus rentrer dans cette ambiance de forte chaleur. Ouais. Et on voit, et c'est vraiment intéressant, cet usage de la couleur, où on voit que en fait, contrairement au trait qui a une valeur descriptive, tu le dis aussi, même si c'est une description qui monte en généralité, la couleur, ça devient un élément non pas de description, enfin, c'est pas la couleur des objets, mais c'est la couleur de l'analyse, en fait. C'est un élément analytique et on arrive par ce choix-là à transmettre déjà des résultats de la recherche. Oui. Et en fait, quand je regardais l'autre jour mon manuscrit, je me suis aperçue que d'un point de vue des illustrations, il y a pas vraiment de cohérence en fait. Il n'y a pas un seul style graphique. Ouais. Et alors ça, en paysage, on a appris à avoir une palette de couleurs et un médium qui doit être homogène pour avoir un projet cohérent. Et quand je regarde, bien sûr, là, ce projet s'étale sur 3 ans et demi. Donc, mais il y avait cette volonté, à travers tous ces médiums que j'ai pu utiliser, de pousser l'analyse et toujours plus de pousser la recherche jusqu'au bout. C'est ça. Oui, et puis on voit finalement... sauf peut-être dans le cadre du podcast dessiné où là le dessin c'est un livrable final qui est construit, mais sinon aux autres endroits le dessin c'est une production intermédiaire qui permet donc tu le disais avant de recueillir plus d'informations, de construire des résultats des intermédiaires de recherche comme les personas, de les remettre en jeu, et tu as aussi construit finalement une vraie méthodologie dessinée sur le terrain. Je pense à la carte des émotions ou au jeu de loi, où le dessin devient un intermédiaire académique de la recherche, quoi. Oui, particulièrement pour les jeux de loi et les cartes émotions, là c'était finalement ces supports-là, ils résultent donc de l'enquête qui s'était réalisée l'été 2020 et qui m'a permis de me dire où l'idée de ce jeu de loi et d'utiliser le dessin comme un support d'entretien collectif a émergé. Donc en fait, il y a beaucoup de supports qui ont émergé a posteriori, en fait. Et, une fois sur place, en fait, c'est venu comme... En fait, ça fait partie finalement de ta caisse à outils et t'as su t'en saisir pour construire des choses qui étaient... qui étaient taillées sur mesure presque pour les besoins que tu avais directement, quoi. Voilà. Mais après il y a eu aussi beaucoup d'échecs de dessins ou de supports d'animation dessinés qui ont été amorcés et finalement qui prenaient pas du tout. Est-ce que tu as un exemple concret ? Un exemple, oui. Par exemple, une frise estivale qui visait, donc c'est quelque chose que je donnais à un panel réduit d'habitants l'été 2020 et où ces habitants-là remplissaient des journées quotidiennes en période de forte chaleur. Et en fait, le suivi, je l'ai pas... j'étais pas assez dedans, ça demande aussi de rappeler les personnes, etc. Donc tout ça, c'était un livret que j'avais illustré minutieusement, où je m'étais représentée en train de parler aux habitants pour leur expliquer comment cet outil d'enquête pouvait fonctionner. Et c'est des choses que j'ai quand même mis dans mon manuscrit, mais qui n'ont pas été abouties. Et je trouve que c'est important quand même de les mettre, parce que il y a eu aussi un engagement derrière et
et ça peut être repris par d'autres personnes qui peuvent reconduire cet outil et le développer un peu plus. Donc en fait, c'est pas un échec, c'est un process, ça aussi. Peut-être, oui. Il nous reste à peine quelques secondes et du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais envie de partager une inspiration ou une référence avec nos auditeurs et nos auditrices sur cette question du dessin Alors une référence, je pense aux bandes dessinées Sociorama. Donc c'est des rencontres entre des illustrateurs, illustratrices et des sociologues. Et en fait, comme ils le définissent, c'est des fictions ancrées sur les réalités du terrain. Et donc, il y a plusieurs thématiques, plusieurs enquêtes, notamment comme le tome qui s'intitule Encaisser, qui suit une caissière de supermarché et qui se confronte à cette vie-là, ce statut précaire et aussi toute la hiérarchie. Et en fait, on rentre à travers le dessin dans cette enquête-là. Il y a cette idée de montée en généralité aussi dont on parlait qui me plaît beaucoup. Et voilà, donc il y a plein de sujets à découvrir sur ces bandes dessinées Sociorama. Oui, effectivement, Sociorama qui ajoute en fait une dimension, c'est celle de la narration au dessin et qui est effectivement un potentiel en termes d'écriture créative pour la science qui est très stimulante. Merci beaucoup Malou et à bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.